Nous allons voir maintenant un point qui va nous retenir assez longtemps et qui va consister à examiner l'impact du licenciement lorsqu'il touche à des libertés du salarié. Petit 4. Le licenciement confronté aux libertés fondamentales du salarié. Des atteintes à la vie privée du salarié peuvent concerner l'exercice de libertés individuelles qui sont considérées pour certaines comme fondamentales. Le licenciement opéré par l'employeur ne sera alors reconnu comme valable qu'à la condition que l'empiètement de son pouvoir de direction sur lesdites libertés soit justifié et proportionné. C'est l'application de l'article L1121-1 du Code du travail. Nous avons déjà vu certaines de ces libertés. Dans le titre 2, relatif au pouvoir patronal, et encore plus exactement, au sein de l'étude du règlement intérieur, dans la partie relative aux clauses abusives. C'est pourquoi je ne ferai que les citer, et je passerai aux libertés que nous n'avons pas encore vues. Tel est le cas de la première liberté, petit a, la liberté de se vêtir. Nous avons vu que depuis un arrêt de la Chambre sociale de 2003, du 28 mai 2003, eh bien, cette liberté n'est pas une liberté fondamentale. Le petit b, en revanche, nous ne l'avons pas encore vu. Il s'agit de la liberté d'expression. Jusqu'où un salarié peut-il aller lorsqu'il s'exprime sur ses conditions de travail, sur son entreprise? Il s'agit d'une liberté, la liberté d'expression, qui est reconnue à de très haut niveau, notamment au sein de la Convention européenne des droits de l'homme, également au sein de la Constitution. Mais il ne faut pas confondre cette liberté fondamentale avec un droit qui est le droit d'expression. Ce droit d'expression, qui existe depuis 1982, suite à une loi Auroux, eh bien, c'est le droit pour les salariés de s'exprimer dans des réunions collectives qui sont organisées pendant le temps de travail et sur les lieux de travail. Il ne s'agit donc pas ici d'examiner ce droit d'expression, mais bien la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle a connu une évolution de la jurisprudence. Dans un premier temps, dans une affaire célèbre, l'affaire Claveau, C-L-A-V-A-U-D, du 28 avril 1988, au bulletin 5e partie, numéro 257. Il s'agissait d'un ouvrier d'une usine qui avait été, en dehors de l'usine, interviewé par un journal, l'Humanité, sur ses conditions de travail. Et suite à l'interview, où il avait émis des opinions personnelles un peu critiques sur son entreprise, il avait été licencié. Pour la première fois, la Cour de cassation reconnaît, dans cette affaire Claveau, la liberté d'expression en dehors de l'entreprise. Il s'agissait, après, de l'étendre à la sphère de l'entreprise. C'est ce qui fut fait dans un arrêt de la Chambre sociale du 14 décembre 1999 dans une affaire Pierre, comme le prénom. Dans cette affaire, il s'agissait d'un cadre dirigeant qui avait, critiqué la politique de son entreprise, mais au sein d'un comité de direction restreint. Après avoir été licencié, il avait contesté son licenciement devant les juges, et au final, la Cour de cassation va reconnaître la liberté d'expression au sein de l'entreprise. Mais il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. S'exprimer sur ses conditions de travail, oui, mais il faut toutefois respecter les principes fondamentaux de la liberté d'expression, qui sont issus de la loi relative à la liberté de la presse de 1881, ce qui veut dire que la limite
à la liberté d'expression, c'est l'abus. Et quand l'abus est-il constitué? À partir du moment où il y a des injures, des propos diffamatoires. Ainsi, ne commet pas un abus dans sa liberté d'expression un directeur de service exportation, licencié pour divergence de vue avec son employeur, alors que la mésentente s'était exprimée par des termes généraux et qu'aucune injure ou propos diffamatoire ne pouvait être reproché aux salariés. En revanche, encourt le licenciement pour faute grave une salariée qui fait connaître dans une lettre son opinion sur son supérieur hiérarchique, les propos contenus dépassant les limites de l'admissible. Vous voyez donc que la notion d'abus est une notion un peu à géométrie variable, hein. Tout dépend des propos, de la manière aussi dont cela est exprimé. Un arrêt plus récent est intéressant dans la mesure où il parle d'une restriction possible à la liberté d'expression pour assurer la réputation des droits d'autrui. Il s'agit d'un arrêt de la Chambre sociale du 14 janvier 2014 au pourvoi numéro 12 27 284. On va parler là d'un salarié connu. Vous allez en tout cas le reconnaître à la lecture des faits. Il s'agit d'un directeur adjoint de la rédaction d'un journal télévisé chargé de la présentation du journal de 20 heures. Juste un petit indice, son prénom commence par P. Je ne vous en dirai pas plus. À la suite de son licenciement par la chaîne, le journaliste avait conclu avec son employeur une transaction au terme de laquelle les deux parties s'interdisaient de se critiquer et de se dénigrer par la suite. Un mois après, le journaliste publie un ouvrage dans lequel il tient des propos critiques sur ses années de collaboration avec son ancien employeur. Ce dernier lui réclame alors des dommages-intérêts en raison de la violation de la clause transactionnelle. Le journaliste fait, quant à lui, savoir que la clause devait être considérée nulle, puisqu'en lui interdisant toute critique sur ses 20 années de collaboration, elle portait une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression. La Cour de cassation a finalement donné raison à l'entreprise, à la chaîne de télévision, en précisant que des restrictions peuvent être apportées à la liberté d'expression si elles sont justifiées, notamment pour assurer la protection de la réputation et des droits d'autrui, et proportionnées au but recherché. Elles visent l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège la liberté d'expression, ainsi que l'article L1121-1 du Code du travail. Cela veut donc dire qu'un contrat, une convention, une transaction peut faire échec à la liberté d'expression. Il me reste dans cette partie relative à la liberté d'expression d'aborder un thème qui est cher aux personnes d'une certaine génération, ce qui n'est pas mon cas puisque je ne suis pas de cette génération, et il est vrai que je ne suis pas très à l'aise avec le langage et avec, la manipulation de tout cela. En fait, je vais vous parler de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Tout le monde, ou presque, a entendu parler de l'affaire Facebook, qui a été portée devant le Conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 19 novembre 2010. Et que vous trouverez au JCPS 2011, numéro 550, avec un commentaire de Pierre-Yves Verquin, les amis de nos amis. Alors, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de salariés qui avaient, alors qu'ils rentraient chez eux, en dehors du temps de travail,
avez créé, alors pardonnez-moi les termes, hein, si je ne suis pas très précise, vous avez créé un groupe d'amis qui servait, pour l'essentiel, à critiquer l'une de leurs supérieures hiérarchiques. Comme quoi, parfois, on se demande ce que font les gens de leur temps libre. Et donc, ils y allaient de bon cœur, mais l'une des personnes, des amis, du groupe d'amis, n'avait pas bien fermé son accès à Facebook, ce qui veut dire que l'information, eh bien, s'est diffusée, et elle s'est tellement diffusée, le principe même de Facebook, qu'elle est venue aux oreilles de la supérieure et de l'employeur. Les personnes ont été licenciées pour faute grave. Et évidemment, ils faisaient savoir, pour leur défense, que cette discussion sur Facebook relevait de leur vie privée. Alors, je ne peux vous proposer un arrêt de la Cour de cassation de la Chambre sociale sur le sujet, puisqu'elle n'en a pas encore rendu. Mais le CPH de Boulogne-Billancourt a pour autant validé les licenciements des personnes concernées. Et la question qui se pose est en fait de savoir si Facebook est un espace privé ou public. La réponse a peut-être été donnée par la Chambre civile, la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 10 avril 2013 au pourvoi numéro 11-19-530. Pourquoi la première civile et pas la Chambre sociale? C'est simple, il ne s'agit pas d'une question de licenciement ni de sanctions disciplinaires, il s'agit d'un problème d'injure. En effet, la Chambre civile a déclaré que les propos tenus sur Facebook et MSN, lorsqu'ils ne sont accessibles qu'aux yeux de personnes agréées par le tributaire du compte en nombre très restreint, une quinzaine de personnes ici, ne peuvent permettre d'engager des poursuites pour injure publique. En effet, dans ces propos qui étaient tenus par une salariée pour dénigrer sa hiérarchie, c'était assez fort, je ne peux pas tout vous dire, hein. Alors, dans les propos injurieux, il y avait extermination des directrices, ces 3 petits points. Il y avait aussi d'autres caractéristiques un peu injurieuses qui étaient mises en avant. Et pour pouvoir constater le délit d'injure publique, il faut 3 éléments. Le propos injurieux, qui est dirigé à l'encontre d'une personne déterminée avec une intention coupable. Donc jusque-là, c'était bon. Mais en revanche, l'élément de publicité faisait défaut, car les personnes agréées par l'intéressé formaient une communauté d'intérêt dans cet espace clos Facebook. On peut donc synthétiser de la manière suivante. Lorsque les personnes créent un compte Facebook bien fermé, paramètrent leur compte pour qu'il n'y ait aucune fuite, les propos qu'ils y tiennent relèvent de la vie privée. En revanche, lorsque les accès sont ouverts et que d'autres personnes peuvent participer à la conversation, Facebook est alors un espace public et on ne peut pas dire n'importe quoi. La liberté d'expression est alors limitée.